Bienvenue dans ce webinaire Simrise dédié à l'actif Simrenew HPR, qui est un actif rétinol-like. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Diane Lanfranchi, qui est Technical Director EAME Cosmetic Ingredient Division chez Simrise, et Coralie Cazellet, qui est International Key Account Manager Cosmetic Ingredient chez Simrise également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la présentation. Nous prendrons le temps d'y répondre à la fin. J'en profite pour vous dire que cette boîte à questions est anonyme. Donc, si vous souhaitez faire vos demandes de doc, prix, échantillon, c'est tout à fait possible. Voilà, ça sera pris en compte et transféré vers votre contact privilégié. Enfin, sachez que le webinaire est enregistré. Il sera donc disponible en replay. Diane, je te laisse la parole. Merci Agathe et bonjour à tous. Donc du coup, oui, aujourd'hui, nous allons parler du Simrenew HPR, donc qui fait partie de la nouvelle génération d'ingrédients qui vient en alternative à la molécule iconique du rétinol. Donc voici l'agenda de notre webinaire aujourd'hui. Donc une petite introduction sur la famille des rétinoïdes, pourquoi il s'agit d'une famille royale sur le créneau du well aging. Et donc ensuite, nous nous concentrerons sur le Simrenew HPR, donc la manière dont nous avons screené la molécule, sélectionné cette molécule parmi d'autres, les bénéfices, données générées avec 2 études cliniques notamment, et puis les caractéristiques du produit. Et sachez également que nous avons une sélection de formules d'orientation pour aussi inspirer vos équipes si vous souhaitez développer avec ce type d'ingrédients. Nous ne les verrons pas au cours du webinaire, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Alors, au sujet des rétinoïdes, donc vous avez ici un schéma pour un petit peu classifier les différentes familles d'ingrédients parmi cette grande famille des rétinoïdes. Avec en première ligne, effectivement, la famille qu'on appelle les acides rétinoïdes, donc qui constituent la forme la plus pure de vitamine A disponible sur le marché et qui est en effet disponible seulement sous prescription médicale. Donc, il s'agit vraiment d'une molécule à part qui fait partie du domaine pharma-médical, donc hors scope pour la cosmétique. Ce qui est important à propos de cette structure de molécule, c'est qu'il s'agit d'une forme active telle qu'elle au niveau du corps et du métabolisme. Donc, il n'a pas besoin de subir des étapes de conversion pour être bioactif. Nous avons ensuite la famille des esters d'acide rétinoïque, à laquelle appartient notre HPR, donc son nom entier est l'hydroxypinacolone rétinoate, donc je le nommerai HPR au cours de la présentation. Donc, qui appartient à cette famille des esters d'acide rétinoïque et qui sont très intéressants puisqu'ils ont une structure moléculaire, on va le voir juste après, qui est également directement biodisponible au niveau de l'organisme, c'est-à-dire ne doit pas subir d'étapes de conversion pour être active, et ce qui engendre directement un impact au niveau de son innocuité, le fait qu'elle est une molécule beaucoup moins irritante que les familles du dessous, comme voilà, les rétinalaldéhydes, les rétinols et les esters de rétinée. Nous avons ensuite donc les rétinaldéhydes ou rétinales qui sont très efficaces, mais également plus irritantes que les esters d'acide rétinoïque. Le rétinol lui-même, qui est vraiment la molécule star, qui était la molécule star au cours des années précédentes, très, très connue du consommateur pour ses performances, mais qui également est connu pour ses effets secondaires, notamment au niveau de l'irritation, en fonction de la sensibilité des peaux. Et enfin, les esters de rétinyle, donc comme le rétinylpalmitate, qui sont assez doux pour la peau, mais également moins efficaces en termes de performance au niveau de cette famille des rétinoïdes. Donc, si on regarde maintenant la structure moléculaire de ces différentes sous-familles, donc on en retrouve l'acide rétinoïque, qui est donc directement active avec cette fonction acide. Le rétinal, le rétinol, rétinylester, qui donc, du fait de leurs fonctions différentes, soit aldéhyde, soit fonction alcool,
doivent subir des étapes de conversion pour se rapprocher de la structure de l'acide rétinoïque. Et donc, ce qui est intéressant avec les esters d'acide rétinoïque, dont fait partie le HPR, c'est qu'effectivement, on retrouve une structure moléculaire extrêmement proche de l'acide rétinoïque, et donc qui fait que la molécule est déjà active, ne subit pas d'étape de conversion, donc ne génère pas des coproduits au niveau de la réaction de conversion, et ce qui fait que c'est une molécule beaucoup moins irritante, avec une meilleure innocuité. Donc maintenant, si nous comparons le rétinol et le HPR en termes de bénéfices et également d'effets secondaires, on voit au niveau des bénéfices, notamment au niveau du well aging, c'est ce que nous avons regardé en premier quand nous avons lancé cette nouvelle molécule. Donc comparé au rétinol, qui lui est vraiment connu et a ses bénéfices d'amélioration rapide de l'apparence de la peau, notamment au niveau des ridules, des rides, de l'augmentation du processus de renouvellement cellulaire et qui aboutit à une texture de peau beaucoup plus ferme et avec une apparence plus jeune. Nous matchons vraiment tous ces bénéfices avec le HPR. Au niveau des avantages, pour le rétinol, c'est une molécule qui est extrêmement bien identifiée par le consommateur au niveau de la listing key du produit. Donc, effectivement, c'est un benchmark sur le marché. Mais pour l'HPR, il est de plus en plus identifié par les consommateurs également, qui sont à la recherche d'alternatives plus adaptées à la sensibilité de leur peau. C'est une molécule qui est active, donc très performante en l'état, et moins irritante. Et également, un point très important pour le formulateur, la stabilité en formulation et la mise en œuvre est beaucoup plus aisée avec l'HPR. Au niveau des effets secondaires, donc le rétinol connu pour son effet irritant, donc parce qu'il y a 2 étapes d'oxydation nécessaires pour le convertir en acide rétinoïque, donc ce qui crée un effet irritant. Et donc, il peut aussi créer des effets modérés d'irritation, même de peeling de la peau. Et enfin, c'est une molécule qui est très sensible à l'oxydation, à la fois de la lumière et à l'air, et donc qui se dégrade aussi très rapidement en formule. Et donc, dans le cas de l'HPR, on va le voir, nous pouvons vraiment pallier à ces effets secondaires. Donc, parlons maintenant du Cymrino HPR et dans un premier lieu de l'approche de screening et pourquoi nous avons sélectionné cette molécule parmi d'autres. Donc, dans l'approche de screening, donc déjà, la stratégie était de trouver une molécule alternative, donc toujours au sein de la famille des acides rétinoïques, mais avec un potentiel irritant bien moindre, tout en ayant cette même efficacité, mis au minimum la même efficacité que le rétinol. Donc, c'était de trouver le rétinol 2.0. Donc, nous avons testé 1500 composés différents, donc, connus d'après la littérature pour avoir une activité similaire au rétinol, sur vraiment le processus de renouvellement cellulaire. Nous avons identifié parmi eux 75 substances qui avaient donc montré un effet positif et répétable. Et ensuite, parmi ces 75, nous avons évalué les 30 meilleurs candidats en termes de performance. Donc là, nous leur avons fait subir un test sur le fait en 3D, un modèle 3D sur des explants de peau, donc des tests ex vivo, pour voir lesquels reproduisaient vraiment la performance du rétinol. Nous avons également à ce moment-là vérifié leur cytotoxicité. C'est vraiment un élément extrêmement important. Puis ensuite, parmi ces 30 candidats, nous en avons resélectionné 13. Et là, nous avons vraiment regardé de manière très précise les 10 marqueurs des gènes qui sont activés de la même manière que le rétinol le fait. Et donc, ces gènes sont vraiment impliqués dans le système de fonction barrière de la peau, de différenciation cellulaire. Donc, ils sont listés à droite. On verra un petit peu plus de détails après. Et donc finalement, c'est bien le HPR qui a montré à la fois la meilleure performance, la meilleure activité d'activation de ces gènes, tout en ayant également de meilleures propriétés de solubilisation, donc de mise en œuvre. Donc on voulait vraiment associer performance et facilité d'utilisation. Donc vous avez ici les résultats de cette
l'expression de ces gènes sur les fonctions barrières, donc tous ces 10 gènes impliqués dans la fonction barrière, des renouvellements cellulaires. Et vous voyez que donc, nous avons comparé le benchmark, donc la fraction active du rétinol, donc le transrétinol à 0,01% et 0,01% de HPR. Donc, qui est la molécule active de notre Simrenew HPR. Donc, juste pour information, nous avons 0,01% de HPR actif au sein de 0,4% de l'actif Simrenew HPR. Vous le verrez dans le nom INKI. Il y a d'autres substances aussi dans l'ingrédient pour faciliter sa mise en œuvre. Donc voilà, on voit bien l'activation similaire des mêmes gènes que le rétinol, ce qui garantit cette efficacité. Et donc voici ensuite l'ensemble des tests réalisés. Dans un premier temps, le proof of concept, donc vraiment pour montrer sur le mécanisme d'action au niveau du renouvellement cellulaire de l'HPR, donc notamment au niveau de l'augmentation de la prolifération des cellules de l'épiderme, qui mène à un épaississement de l'épiderme, renforcement du coup de la fonction barrière, une amélioration de la texture de la peau avec 2 différentes études cliniques et aussi les avantages au niveau de la formulation. Donc juste pour rappel rapidement sur le mode d'action des rétinols et des rétinoïdes en général, on vient agir vraiment sur le processus de différenciation et de croissance cellulaire qui garantit vraiment ce renouvellement de la couche de l'épiderme. Donc pour rappel rapidement, nous avons le stratum basal, donc la couche basale qui est constituée de cellules non différenciées, des stem cells, donc cellules souches, qui vont progressivement donc proliférer et se différencier tout au long des différents, voilà, en croissance. Donc, on a au départ des cellules en état de prolifération, non-prolifération, notamment au niveau du stratum spinosum. Donc, on a à la fois des kératinocytes, des mélanocytes en état de prolifération ou non. Et petit à petit, ces cellules vont perdre leur capacité de se différencier, donc elles n'ont plus de noyau, donc ce qui arrive au niveau du stratum granulosum, avec des kératinocytes sans noyau, pour former progressivement cette couche cornée qui vient vraiment constituer cette barrière protectrice. Et donc, le mode d'action des rétinols et rétinoïdes vient vraiment accélérer, favoriser cette différenciation cellulaire pour ce qui mène à un épaississement aussi de l'épiderme, meilleure fonction barrière. Donc, ce que nous avons voulu montrer, effectivement, c'est que le Simrenew HPR contribue bien, procède bien de cette manière au niveau du mécanisme d'action. Donc, nous avons regardé cette prolifération cellulaire sur un modèle 3D en utilisant une protéine spécifique connue qui est le Ki67, qui constitue un marqueur pour les cellules spécifiquement en état de prolifération. Donc, cette protéine va venir se lier spécifiquement au niveau des noyaux des cellules en état de renouvellement, donc en état de prolifération, d'activité. Et donc, va les colorer en brun, alors que les cellules qui ne sont pas en état de renouvellement, en prolifération, vont rester en bleu. Donc, le plus de cellules brunes nous observons sur l'image veut dire que l'on génère vraiment une nouvelle génération de kératinocytes. Et donc, c'est ce que l'on voit ici par rapport au contrôle négatif. On voit ici en présence d'un ingrédient qui va favoriser le renouvellement cellulaire, la présence de beaucoup plus de kératinocytes en état de prolifération. Donc, c'est ce qu'on voit ici sur ces coupes 3D, l'effet du Simrenew HPR avec le marqueur Ki67, donc vous avez le contrôle à gauche, le benchmark positif, donc le transrétinol, 0,01 micromolaire, et en même dosage, l'HPR. Donc, on observe effectivement une grande présence de cellules marquées en couleur brune, ce qui signifie qu'on a plus de cellules en état de renouvellement cellulaire, en état de prolifération par rapport au rétinol et au contrôle.
Nous avons du coup regardé aussi l'impact que cela constitue au niveau de l'épaississement de la courge de l'épiderme. Donc ici, nous faisons un traçage histologique en utilisant l'hématoxyline et l'éosine, qui permet vraiment de visualiser les différentes substances du tissu, la morphologie de l'épiderme. Donc l'hématoxyline va venir teinter le noyau des cellules en bleu, tandis que l'éosine vient teinter les autres structures de la cellule, comme le cytoplasme, en rouge rosé. Donc le plus de cellules bleues l'on observe signifie que l'on a une augmentation de l'épaisseur de l'épiderme, ce qui aussi favorise cet aspect, cet effet visuel lissant et replumpé de la peau. Et donc ici, on voit les coupes, encore une fois, des modèles 3D, contrôle à gauche, le transrétinol au milieu et l'HPR. Et donc on voit bien, par rapport au contrôle notamment, un épaississement donc supérieur avec 125% pardon, d'épaisseur de l'épiderme. Et avec le transrétinol, en l'occurrence, nous avions obtenu voilà, un résultat assez médiocre sur ce test-là. Ce que nous avons souhaité regarder également, outre la performance, c'est effectivement si l'on générait en parallèle des effets secondaires non désirables, ce qui peut être vraiment problématique avec la famille des acides rétinoïques. Donc deux phénomènes très courants sont l'hyperplasie et la spongiose. Donc comme on le voit ici, à gauche, une section de peau saine et à droite, une peau surtraitée, ici avec de l'acide rétinoïque. Donc ça amène avec une augmentation du nombre de cellules présentant cet effet de spongiose. Donc c'est une accumulation de liquide et de fluide entre les kératinocytes qui mène également à une inflammation et qui peut même être visible, donc avec un effet de peeling, donc la peau qui pèle, et voilà, vraiment des effets liés à cette inflammation, irritation au niveau de l'épiderme. Donc ici, nous avons réalisé un test ex vivo montrant que nous avons bien cet épaississement de l'épiderme obtenu avec l'HPR versus le rétinol et le non traité, et ainsi que l'absence de phénomène de spongiose et d'hyperplasie. Voilà, on n'observe pas de fluide intercellulaire entre les kératinocytes. Voilà, et donc on a une augmentation de l'épiderme de plus 16%, alors que c'était plus 10% avec le rétinol. Et donc nous arrivons à la première étude clinique, réalisé ici pour montrer l'effet sur l'amélioration de la texture, de l'effet lissant anti-rides du HPR. Donc, nous avons travaillé avec un premier panel de 31 sujets âgés de 34 à 65 ans, avec une peau saine. Donc, l'étude a été conduite en Allemagne. Nous avons appliqué donc 7 émulsions ici. Donc, placebo ou contenant 2% de Cimregno HPR pendant 4 semaines en hémiphase. Et nous avons utilisé un appareil spécifique, donc le Foyt HD, haute définition pour vraiment mesurer l'aspect des rides au niveau de la patte doigt et également évaluer les différents paramètres du relief, donc le relief moyen et la rugosité. Et donc, un point important, c'est que même au niveau de cette zone autour de l'œil, nous n'avons aucun panéliste qui a quitté l'étude pour un effet potentiellement irritant. Donc, c'était vraiment une application très douce et sans effet secondaire. Donc, voici les résultats. 2%, donc pour rappel, 2% de Cimregno HPR est un équivalent de 0,05% de la molécule HPR pure. Donc ici, versus placebo, on voit sur les paramètres donc le pourcentage moyen de réduction de rides sur le paramètre RA, donc qui est la rugosité moyenne, donc c'est vraiment pour montrer l'effet lissant, et le relief moyen RZ, l'effet anti-rides significatif versus placebo, après 28 jours ici.
Vous avez quelques images de sujets différents, des 0 et T28 qui montrent cette bonne performance déjà à 2%. Nous avons fait une seconde étude avec des dosages encore supplémentaires de Simrenu HPR. Donc ici, 32 panélistes plus âgés, donc 55 ans et plus, avec un phototype plutôt clair. Et donc les mêmes paramètres ont été étudiés avec un temps de mesure à 14 jours et 28 jours, toujours sur cette zone de la patte doigt. Et là encore, même à 4%, aucun panéliste n'a quitté l'étude pour un problème d'irritation, donc une très bonne tolérance, même au niveau de la région de l'œil. Et donc, vous voyez ici, versus placebo, la performance du Simrenu HPR à 1%, donc ce qui équivaut à 0,1, non, pardon, 0,00, excusez-moi, pardon, à 1% et à 0,1% de rétinol et 4% de Simrenu HPR. Vous avez les équivalents en molécules pures en dessous de la slide. Donc, on voit que versus rétinol, donc là, on est équivalent en molécules actives à 4% de Simrenu HPR, on est vraiment équivalent en performance. Et même à 1%, on a réussi à avoir des données. Vous avez ici les images d'un sujet à T0 et T28. On voit vraiment un effet lissant au niveau des rides de cette patte doigt. Ici aussi un point important sur la cytotoxicité, l'innocuité de la molécule HPR en comparaison avec le rétinol et l'acide rétinoïque. Donc, pour rappel, nous avons mesuré l'IC50, donc la cytotoxicité, c'est-à-dire la concentration à laquelle nous obtenons 50% de disparition des cellules qui sont en état apoptotique. Donc, plus l'IC50 est important, plus la molécule a une bonne innocuité. Et donc, c'est bien le cas de l'HPR. On voit que son IC50 est bien supérieur à celui du rétinol et de l'acide rétinoïque. Donc, on a un profil d'innocuité bien meilleur que ces deux types d'ingrédients. Au niveau de la stabilité à l'oxydation, ici, nous avons fait un test. Donc, on parle vraiment d'oxydation à l'air, à l'oxygène, puisque l'HPR reste sensible à la lumière. Et donc ici, en conditions en noir, nous avons quand même vérifié au cours du temps qu'on a bien, après 12 mois, on garde une substance active à 88% qui n'est pas dégradée au cours du temps, donc ce qui est une très bonne performance. En émulsion versus rétinol, nous avons également regardé, donc toujours en conditions de température ambiante dans le noir, comparé au rétinol dans cette émulsion. On a une disparition totale, donc nous avons réalisé une analyse HPLC pour quantifier les substances. Le rétinol a complètement disparu, tandis que l'on conserve 82% de HPR dans la formule, après 16 mois. Une très bonne stabilité également. Nous avons également comparé versus les esters de rétinyle. Donc ici, vous voyez, après 3 mois également, comment le rétinyle, propionate et palmitate ont une stabilité réduite, comparé au Simrenu HPR à 94%, toujours présent. Donc voici un rappel des principaux avantages de Simrenu HPR. Donc vous avez ici son nom key. Donc, c'est la molécule active, hydroxypinacolone rétinoate, du tocophérol pour la stabilisation et d'isopropyl adipate aussi pour faciliter sa mise en œuvre. Donc, il s'agit d'un produit à l'apparence jaune très clair, vert clair, qui est liquide, liposoluble et dont le dosage recommandé est compris entre 1, nous avons déjà des résultats cliniquement, jusqu'à 4%, sans effet d'irritation.
Donc au niveau de la technologie, vraiment, on est sur une molécule qui est résistante à l'oxydation à l'oxygène, qui fait qu'au niveau de la manipulation, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on n'a pas besoin d'utiliser une couverture à nitrogène au niveau de l'étape de fabrication et de formulation. En termes d'efficacité, on l'a vu, donc on est vraiment comparable au rétinol, sans effet secondaire au niveau de l'irritation, d'instabilité. Et on a vraiment cette amélioration de l'apparence de la peau au niveau des fines lignes, les rides, après 4 semaines. Et donc, ce mécanisme d'action repose sur cette augmentation de la prolifération des kératinocytes sans disruption de la barrière en parallèle. Donc, voici la carte d'identité de l'ingrédient. Grande facilité de formulation, en effet. Une molécule qui est vraiment safe, plus stable que le rétinol, et qui va vraiment venir renforcer cette fonction barrière et ce renouvellement de l'épiderme. Donc, qui vraiment mène à une réduction visible des lignes fines et des rides, notamment au niveau de la patte doigt, en 2 semaines seulement, sans irritation et donc très facile d'utilisation, qui peut vraiment aller dans tout type de galénique. Donc, liposoluble quand même, donc si nécessaire, utiliser un solubilisant si on est sur une formule aqueuse, par exemple. L'ingrédient est OK Chine, vegan compliant et halal compliant aussi. Et également breveté. Ce que l'on peut déjà annoncer, c'est que nous avons souhaité faire plus d'études sur cet ingrédient. Donc, nous sommes en train de mener une étude sur les cicatrices dues à l'acné. Donc, nous aurons normalement des données d'ici avril 2026. Avril-mai 2026. Et nous avons également réalisé une étude spécifique pour la zone des lèvres pour avoir un effet anti-ride, un gain de volume, un effet lissant des ridules spécifiquement autour des lèvres pour aussi cibler des applications potentielles en maquillage, par exemple. Puisqu'il s'agit d'un ingrédient liposoluble, ça peut être intéressant. Et donc là, les données seront disponibles d'ici la fin de l'année, début 2026 à peu près. Voilà. Et donc, pour finir, voici aussi quelques idées, inspiration marketing d'un type de claim qui peuvent être directement dérivées de toutes les études que nous avons générées à ce jour sur le SimRenew HPR. Donc, on supporte vraiment le positionnement de alternatives au rétinol avec des bénéfices anti-âge similaires que le rétinol sans sensation d'irritation. Régénération de l'épiderme, aspect sain de la peau, épaississement de l'épiderme également, en boostant cette prolifération cellulaire, renforcement de la barrière, la fonction barrière, une amélioration globale de la texture de la peau, efficacité anti-rides, et puis donc cette stabilité et cette facilitation d'utilisation. Et donc vraiment tout à fait adapté à tous les types de peau et une extrême bonne tolérance, notamment au niveau de la zone de l'œil. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Diane, pour cette présentation. Hâte d'en savoir plus après sur les nouvelles données. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à les poser dans la petite boîte à questions. Je vois que nous avons déjà quelques questions. Alors, la première, Diane, quelles sont les conditions de stabilité de Simrenew HPR? Alors, on l'a vu, le HPR a une très bonne stabilité à l'oxygène, donc à l'air. Donc là, on a un réel point d'amélioration. Cependant, il reste très sensible à la lumière. Donc c'est pour ça qu'il est important de protéger la matière de la lumière. Même au niveau du produit fini, on recommande l'utilisation de packs opaques, sont à privilégier. Donc au niveau du pH, on l'a vu, donc c'est stable entre 4 et 7 à peu près. Le HPR est aussi stable à haute température, donc jusqu'à 80 degrés. Voilà, donc ce qui permet quand même pas mal de possibilités en formulation.
Et une dernière, oui, recommandation, c'est aussi de s'assurer de la compatibilité du pack du produit fini. Donc, au cours des études de stabilité, bien réaliser ces études dans le pack du produit fini, notamment quand il s'agit de plastique à base de polymère, de styrène et acrylonitrile, par exemple. Donc, c'est là où il peut y avoir des incompatibilités, donc bien vérifier et éviter ce type de packaging si possible. Voilà, c'est les Merci principales Diane. recommandations. Merci pour cette réponse. Nous avons une autre question. Est-ce une molécule naturelle? Non, ce n'est pas une molécule naturelle. Donc, c'est une alternative synthétique aujourd'hui au rétinol. Et effectivement, nous travaillons aussi dans notre pipe de nouveaux développements sur des alternatives rétinol d'origine naturelle. C'est également en projet chez nous. Mais le HPR n'est pas naturel. Très bien, c'est noté. Merci Diane. Nous avons une autre question. Quels ingrédients peut-on utiliser pour améliorer la stabilité à la lumière du HPR? Oui, alors bah, ça va être tous les antioxydants assez couramment utilisés pour protéger ce type d'ingrédients comme le rétinol, donc des types vitamine E ou dérivés de vitamine E. Il y a aussi la possibilité d'utiliser certains filtres solaires comme le bémotrisinol par exemple. Et nous avons aussi au niveau de notre portefeuille chez Symrise un actif qui s'appelle Simdécanox HA. Donc, la molécule active, c'est l'hydroxyméthoxyphényldécanone. Donc, cet actif est intéressant puisqu'il a une efficacité antioxydante à la fois topique, donc pour préserver des actifs fragiles comme le rétinol ou le Simrenew HPR dans la formule. Et également, il a une efficacité antioxydante cellulaire. Donc, il agit comme un antioxydant, un actif anti-âge pour la peau, les cellules de la peau. Donc, il est assez intéressant. Voilà, je dirais que ce serait une sélection. Merci Diane pour cette réponse. Alors, nous avons une dernière question pour le moment. Quelles sont vos recommandations d'utilisation de la matière en émulsion? Alors en émulsion, c'est donc très facile, classique. On peut soit l'intégrer avant émulsification, donc directement dans la phase grasse préalablement chauffée, puisque l'actif supporte de hautes températures jusqu'à 80, il n'y a pas de souci. Ou alors même directement après la phase d'émulsification, dans l'émulsion en fin de process. Ça fonctionne également. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Donc, nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Donc, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Un grand merci à tous pour votre participation. Merci Diane pour cette belle présentation. Merci à vous. Donc, n'hésitez pas à revenir vers votre contact Apicalcan privilégié si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Et nous, on vous donne rendez-vous le mardi 25 novembre pour un prochain webinaire Simrise qui sera cette fois dédié aux nouvelles données disponibles sur la microprotection. Et donc, vous recevrez une invitation prochainement. Donc, en attendant, on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.